Cette semaine, dans Afrique, nous nous rendons à Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Là-bas, beaucoup tentent de trouver de l'or dans des mines abandonnées sans aucune mesure de sécurité ni règles d'hygiène, et ce, malgré l'interdiction du gouvernement. Nous allons ensuite au nord de l'Afrique du Sud, où la sécheresse extrême tue de nombreux animaux et entraîne la disparition du tourisme. Certaines fermes attendent désespérément la pluie. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Semaine mouvementée au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont trouvé un accord jeudi pour former un gouvernement d'union nationale. Une étape considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 années de guerre civile. Quand les forces unies sont en formation, mes soldats seront responsables de la sécurité de Djouba et de la protection des VIP de l'opposition. Cette annonce est intervenue au même jour de la publication par l'ONU d'un rapport accablant pour le gouvernement. Il détaille les détournements de fonds publics, les tueries dans l'impunité, les viols, le recrutement d'enfants et parmi tous ces crimes, l'utilisation de la faim comme arme de guerre. L'un des principaux thèmes du rapport et l'une des causes profondes du conflit au Soudan du Sud est que des millions de Sud-Soudanais ont été délibérément privés d'accès aux services de base et beaucoup ont été délibérément affamés. Près de 6 millions de personnes sont touchées par la faim au Soudan du Sud. Une faim justement qui devrait s'aggraver dans les mois à venir en raison de l'épuisement des stocks alimentaires, des prix élevés des denrées et l'invasion des saints de criquets qui dévastent les cultures. Sur le point d'être inculpé du meurtre de sa précédente épouse, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a annoncé sa démission d'ici fin juillet à la télévision locale. À cet égard, je souhaite en toute humilité annoncer que je quitterai effectivement mon poste de Premier ministre à la fin du mois de juillet de cette année, ou à une date antérieure si tous les préparatifs nécessaires à mon départ sont terminés avant cette date. Le chef d'État qui devait se présenter devant la justice vendredi pour se voir notifier son inculpation s'est rendu le même jour en Afrique du Sud pour raison médicale. Sa nouvelle épouse, elle, accusée du meurtre, a de nouveau comparu mardi. Les ossements de plus de 6000 personnes ont été exhumés sur le bord de la rivière Rouvoubou. Il s'agit des restes des victimes de massacres interethniques qui ont culminé en 1972, au cours desquels des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Là-bas, vers Ntunda, quand tu traverses le pont, il y a un petit chemin qui monte vers Guieta. Il y a 2 fosses communes là-bas, j'y étais. Plus de 140 000 personnes tuées ou portées disparues lors des différentes crises qui ont endeuillé le pays depuis son indépendance en 1962 ont déjà été identifiées. Une seconde phase de fouille qui devrait durer au moins 2 semaines a commencé lundi sur le même site. 50 ans, cela fait un demi-siècle que la famille Gnassingbé dirige le Togo. Héritier discret de cette dynastie, le président Faure tente de s'émanciper. La grande majorité pensait que c'est un Gnassingbé, qu'il soit jeune ou vieux, c'est un Gnassingbé, voilà donc le nom. Et une petite minorité, ceux qui peut-être me connaissent mieux, savent que c'est plutôt quelqu'un d'une autre génération. Donc d'un côté la filiation et de l'autre côté, un homme qui est de son temps, une femme qui est de son temps. Moi, je fais le choix de la génération, mais je ne peux pas changer mon nom. Peut-être que ça nous colle à la peau. Critiqué par l'opposition et la société civile pour son régime autoritaire, Faure Gnassingbé veut redorer son image en pleine semaine d'élection présidentielle. Après 10 heures sous terre, ce mineur aperçoit enfin la lumière du jour. Dans cette mine clandestine, on creuse la terre sans équipement ni protection. Une activité à haut risque qui rapportera au mieux quelques dollars à ce groupe d'orpailleurs à la fin de la journée. J'ai besoin de ce travail pour survivre parce que je ne trouvais aucun travail en ville. Mon chef m'a appelé, il m'a dit « Viens, rejoins-nous dans ce business ». Et j'ai commencé à travailler pour lui. Dans cet état du nord-ouest du Nigeria, l'un des plus pauvres du pays, les minerais sont convoités et les mines sont régulièrement la cible d'attaques par des bandes armées. Face à l'insécurité,
Le gouvernement a interdit l'exploitation des mines en avril dernier. Malgré l'interdiction, les chercheurs d'or continuent à agir clandestinement. Il y a des compagnies qui ont des mines mais qui ne les exploitent pas, donc les gens qui habitent à côté savent que la société minière n'exploite pas le terrain et qu'il y a de l'or. Donc ils trouvent un moyen d'y aller pour chercher cet or. Ils exploitent la mine sans que la société soit au courant. L'autre conséquence de l'orpaillage dans la région, c'est l'empoisonnement au plomb. L'extraction artisanale de l'or, réalisée parfois à l'intérieur même des villages, libère ce poison qui contamine les sols et les eaux. À quelques kilomètres de la mine, dans cette clinique MSF, les médecins accueillent une fois par semaine les jeunes enfants contaminés. Aliou a été empoisonné il y a 2 ans. Les séquelles sont déjà visibles. À l'âge de 2 ans, il a été contaminé par du plomb. Son système neurologique s'est progressivement détérioré. Il a perdu l'ouïe, il a fréquemment des crises d'épilepsie et il est très nerveux. Nous avons vu quelques améliorations, mais il a toujours besoin de soins. Chez certains patients, les taux de plomb dans le sang sont 250 fois supérieurs à la limite tolérée selon les médecins. Pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'exposition au plomb. Les mineurs ne doivent pas travailler près des communautés. Les mineurs doivent respecter certaines mesures d'hygiène et avoir de meilleures pratiques de minage. Depuis 2010, près de 500 enfants sont morts dans l'état de Zamfara des suites d'un empoisonnement au plomb. Des carcasses d'animaux et des hectares de terre déserte. Difficile d'imaginer que ce parc privé sud-africain attirait autrefois les touristes du monde entier. Depuis quelques années, la province du Cap-Nord connaît des périodes de sécheresse extrême. Birger Schumann, qui gère le parc, a perdu plus d'1 millier d'animaux en moins d'1 an. Pour garder ses bêtes en vie, il doit débourser 12 000 € par mois de nourriture. Nous essayons de continuer comme avant, mais il ne reste pas beaucoup de temps avant que toutes nos ressources ne soient épuisées et que nous n'ayons plus d'argent pour faire ce que nous faisons. Comme beaucoup de parcs privés de la région, le Tourou Lodge vit du tourisme de la chasse. Mais cette saison, les affaires sont au point mort. Malheureusement, la sécheresse nous a obligés à mettre toutes nos réservations en attente. Nous ne pouvons pas prendre de réservation d'un client venant de l'étranger pour faire un safari et essayer de lui offrir le meilleur safari qu'il ait jamais eu, alors que les animaux ici sont très maigres et sont en train de mourir. Moins de chasseurs et donc moins de pourboires pour cet employé du lodge. Père de famille, il travaille ici depuis une 30aine d'années et n'arrive plus à financer les études de ses enfants. Cette année, j'ai dû emprunter de l'argent pour leur acheter des livres et tout le reste. Avant, j'avais assez d'argent. La situation est tendue. C'est bien pire qu'avant. Le gouvernement sud-africain a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans la province et va débloquer 18 millions d'euros. Pour les fermiers, le temps presse. Cet éleveur ne sait pas s'il pourra tenir un mois de plus. Nos animaux souffrent vraiment. On a perdu beaucoup d'animaux. Il ne me reste plus que 30 ou 40% de mon bétail. Le reste est mort ou a été abattu. La saison des pluies devrait bientôt apporter un peu de répit aux habitants du Cap-Nord. Il faudra plus d'1 an aux fermiers et à leurs animaux pour se remettre sur pied, si d'ici là, une nouvelle sécheresse ne sévit pas. L'équipe sud-africaine de rugby championne du monde a reçu le titre de l'équipe de l'année lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Elle succède à la sélection française de football. À Berlin, les Springboks ont notamment devancé le club de football de Liverpool ou encore l'écurie de F1 Mercedes. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.